Déjà, merci beaucoup pour votre accueil et merci pour cette super présentation. Je suis extrêmement heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Avant de parler de l'art oratoire dans mon parcours professionnel, j'avais une question à vous poser. Qui dans la salle est dans le secteur de la vente? Qui parmi vous est dans le secteur commercial ou le secteur de la vente? Alors, justement, il n'y a pas une main levée et c'est généralement la réponse qui se produit. Et alors, je vais vous apprendre quelque chose, c'est que tout le monde dans la salle est dans le secteur de la vente, que vous le sachiez ou non, puisque durant toutes nos carrières, durant toutes nos vies professionnelles et personnelles, on vend. Parfois sans le savoir, mais on est amené à vendre, on est amené à convaincre. Pour moi, c'est quelque chose de très similaire et je partagerai après quelques points de ma carrière. L'éloquence, comme mon confrère a dit, pour moi, c'est une arme. Donc on peut se défendre sans armes, mais c'est toujours mieux d'être armé quand on va au combat. Et pour moi, l'éloquence, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et l'art de convaincre, ça a été quelque chose de clé et de critique dans toute ma carrière. Et aussi dans ma vie personnelle, comme je vous disais, parce que finalement, même pour avoir un crédit dans la vie de tous les jours, pour convaincre une prétendante, pour avoir de l'impact sur ses enfants, il faut savoir convaincre. Donc c'est quelque chose tout au long de sa vie qui est extrêmement important et qui n'est pas quelque chose de seulement professionnel. Je dis souvent à mes équipes, alors moi je parle plutôt donc de vente quand je parle de convaincre, puisque finalement les Américains ils ont une expression, ils ont quelque chose, ils disent I'm buying it or I'm not buying it. Quand vous dites quelque chose, quand vous essayez de le convaincre, ils disent j'achète ou je n'achète pas. Donc comme quoi c'est quelque chose qui est très proche de la vente. Pour moi, il s'agit je parle d'un concept, je ne sais pas si ça a été évoqué par ailleurs, mais je parle de transfert d'enthousiasme. Le transfert d'enthousiasme, c'est-à-dire que quand je parle d'un sujet, j'ai quelque chose en moi et j'essaie de vous le transférer. Et généralement c'est de l'enthousiasme. Et j'ai réussi, si à la fin de la discussion, j'ai réussi à vous faire passer ce que j'avais chez moi de votre côté. C'est ce que j'essaie de faire systématiquement. Il y a Dale Carnegie, qui est un auteur très connu, qui dit que finalement, il n'y a que 15%, quand vous parlez, il y a 15%, c'est les mots, et 85%, la manière dont vous parlez, la manière dont vous exprimez, la manière dont vous communiquez. Et finalement, les gens se souviendront toujours plus de la manière dont vous avez dit quelque chose plutôt que le fond. Ça peut paraître extrêmement étrange, mais si vous pensez à des grands débats, donc voilà, le débat, par exemple le dernier débat présidentiel, bien sûr sans faire de politique, vous ne vous souvenez peut-être pas de tout ce qui a été dit, par contre vous vous souviendrez des expressions, vous vous souviendrez de la manière dont les deux candidats ont communiqué. Et donc on retient ce que les gens disent beaucoup plus que le fond, et ça a beaucoup plus d'impact. Alors moi maintenant, pour répondre à la question concernant mon parcours, tout d'abord, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai fait le BBA de l'ESSEC, puis un master à l'ESCP. On commence par des entretiens. Et les entretiens, il faut convaincre. Il y a 1% des candidats qui sont pris, donc forcément, il faut être bon à l'écrit, mais il faut aussi être bon à l'oral. Et si vous n'arrivez pas à convaincre, vous avez beau être le type ou la nana le plus brillant possible, vous n'accédez pas finalement à l'école de votre choix. Donc, la carrière commence par les écoles où il faut convaincre. Ensuite, j'ai eu la chance de participer à un premier concours d'entrepreneuriat qui s'appelle la BFM Academy. Je ne sais pas si ça parle dans la salle, c'est un peu la Star Academy, mais version BFM, où je me battais face à peut-être une trentaine d'autres entrepreneurs. Et le projet gagnant avait, je crois que c'était 100 000 euros de subvention, donc c'était quelque chose d'assez important, surtout quand on est un jeune entrepreneur et qu'on n'a pas de fonds, donc c'était quelque chose de crucial dans ma carrière. Et j'ai dû justement convaincre à la télé et à la radio et ensuite devant un jury pour obtenir ce prix de la BFM Academy. Ensuite, dans ma carrière, donc, comme disait Jean-Clément, c'est vrai que j'ai été amené à faire des opérations de buzz marketing, fameuses ou infameuses. J'avais créé un site internet qui s'appelait, attention les élèves, ça s'appelait faitmesdevoirs.com pour faire les devoirs des élèves à leur place. C'était quelque chose de très marrant, c'était plus une opération de buzz marketing qu'une réelle entreprise. Et ça avait fait, pour ceux qui se souviennent, tous les journaux de ce pays, ça avait fait 100% des médias, des 13h, des 20h, ça avait fait énormément de ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz. Et quelques mois plus tard, très exactement ici, enfin à l'extérieur, j'avais organisé le 14 novembre 2009, toujours pour faire la promotion d'un site internet, une opération de distribution de billets, donc au pied de la Tour Eiffel, 100 000 euros en petites coupures, distribués au tout venant pour faire la promotion d'un de nos sites internet. Et ça avait fait un buzz tel qu'il y a une loi qui a été votée dans le code pénal, la loi Boucris, qui est le volet 3 de la LOPSI 2, qui interdit dorénavant de faire ça parce que, vous vous en doutez, il y a eu une émeute. Parce que tout le monde vient forcément dès qu'on distribue de l'argent. Et tout ça pour dire que ces buzz marketing m'ont propulsé un peu sur le devant de la scène. Je devais avoir 25 ans, on m'a tendu le micro et j'ai dû du coup convaincre des millions de Français sur le bien fondé de ces opérations alors que c'était très discutable, donc il a fallu vraiment être astucieux et ça a été des réussites en tout cas d'un point de vue marketing puisque les opérations avaient atteint leur but. Et je ne sais pas si j'ai encore 1 ou 2 minutes, n'hésite pas à m'arrêter. 5 minutes, très bien. Ensuite, dans la suite de ma carrière,
Déjà, j'ai levé des fonds. Quand vous levez des fonds, peut-être vous serez amené à lever des fonds pour votre entreprise ou votre association. Ben, c'est uniquement un exercice de vente finalement. Il faut convaincre les personnes que vous avez en face de vous que votre entreprise, c'est quelque chose de bien, qu'il faut investir, qu'il faut mettre un ticket, et vous battez contre des centaines d'autres entreprises. Donc là encore, dans ma carrière, il a fallu être convaincant pour pouvoir lever des fonds. Et il y a eu un rapport de force inversé, puisque dorénavant, je suis également, en parallèle de mon entreprise, investisseur dans plus d'une 50aine d'entreprises. Et aujourd'hui, il y a tellement d'argent, alors c'est vrai qu'on entend des choses depuis quelques jours, mais il y a tellement d'argent sur les marchés que les investisseurs doivent en quelque sorte faire la danse du ventre pour convaincre les entrepreneurs. Donc le rapport de force a un petit peu changé récemment. Et quand je veux séduire, entre guillemets, des entrepreneurs, finalement, c'est à moi, investisseur, de les convaincre que je suis le bon investisseur et que c'est mon argent qu'il faut prendre et pas celui du voisin pour qu'on fasse affaire. Donc tout au long de ma carrière, finalement, l'art de convaincre, l'art oratoire, comme ça a été dit, c'est que ça a été quelque chose de crucial et quelque chose la conclusion que je tire de ces 15 années d'expérience, c'est que parfois il vaut mieux avoir, pas forcément avoir le meilleur produit du marché, mais être un bon vendeur plutôt que d'avoir le meilleur produit au monde et être un très mauvais vendeur, parce que in fine, c'est le bon vendeur qui remportera l'affaire, le deal et qui arrivera à ses fins. Une fois de plus, moi je privilégie souvent le faire savoir au savoir-faire. On dit tout le temps qu'il faut du savoir-faire. Les deux sont très importants, mais in fine, si vous n'avez pas le faire savoir et cette brique communication, vous avez beau avoir le meilleur produit du monde, le meilleur service et la meilleure idée du monde, vous n'irez pas nécessairement jusqu'au bout. Comme on disait précédemment, l'art oratoire, l'art de convaincre, l'art de parler finalement, dans notre culture française, ce n'est pas quelque chose qui est très, très développé, malheureusement. Moi, j'ai étudié aux États-Unis et c'est qu'ils ont beaucoup plus cette culture que nous. Il y a les debaters, vous savez, ces débats. Quand vous avez 5 ans, 6 ans, on vous met sur la scène, on vous dit « allez, il faut débattre ». Et nous, dans notre culture, on n'a pas nécessairement cette manière de penser. Au même titre que l'éducation financière ou que l'éducation amoureuse dans un autre registre, il n'y a pas d'éducation finalement à parler en public, il n'y a pas cette communication en public. Donc, c'est pour ça que c'est important d'ouvrir un petit peu l'esprit. L'expression publique, c'est quelque chose qui est effrayant. C'est quelque chose qui est effrayant, c'est terrorisant pour la plupart d'entre nous, selon toutes les statistiques, de parler en public, de s'adresser à des gens qu'on ne connaît pas, qui vous regardent parfois bizarrement, parfois même qui s'endorment au premier rang. Ça peut paraître parfois effrayant. Jerry Seinfeld, le comique américain, il a écrit un très bon sketch par rapport à ça. Il disait que la peur de parler en public, de s'exprimer finalement face à quelqu'un, c'est la peur numéro 1 dans le monde. Mourir, c'est la peur numéro 2 dans le monde. Donc les gens ont plus peur de s'exprimer en public que de mourir. Et il terminait son sketch en disant « Lors d'un enterrement, on préférera finir dans le cercueil que d'être la personne qui prononce le discours ». Et c'est fou, mais c'est la réalité. Donc un petit truc que moi je donne, surtout aux jeunes qui nous écoutent au premier rang, quand vous serez amenés à parler, à convaincre, visualisez un concept qui est encore d'outre-Atlantique, mais qui s'appelle la conspiration positive. Je m'explique. Conspiration, c'est quelque chose de péjoratif, il y a toujours un côté négatif. Moi, quand je parle, que ce soit une assemblée ou en one-to-one à quelqu'un, je m'imagine qu'il y a une conspiration positive. C'est-à-dire que les gens conspirent pour mon bien. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose de très positif. Et je pars d'une relation, si vous voulez, la plupart des gens, quand ils parlent, ils disent « mince, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qu'ils vont me dire ?» Pas du tout. Moi, je pars du principe que ça va très très bien se passer, que la personne veut que ça se passe bien en quelque sorte, et même si c'est une négociation, on peut tous ressortir gagnants. Donc c'est très important et c'est un concept que moi je m'applique en tout cas et qui fonctionne plutôt bien. En première partie, on a évoqué un concept intéressant, c'est la génération Z, c'est votre génération, ceux qui sont au premier rang. Et la génération Z a une grande différence avec notre génération finalement, c'est la capacité d'attention. Moi, je suis addict à TikTok, je pense que ça concerne certainement certains d'entre vous. Il y en a qui utilisent TikTok dans la salle? Ok, tout le premier rang, c'était sûr. Derrière? Non, personne. Bon, c'est ça. Ok, moi j'utilise TikTok. Sur TikTok, en fait, c'est des vidéos que vous passez, vous swipez un petit peu, et les vidéos les plus longues, je crois qu'elles font 3 minutes, c'est ça? Et les vidéos les plus courtes, elles font 6 secondes. 7 secondes, le format, un truc comme ça. 6 secondes. Et la plupart des vidéos font moins de 10 secondes. Et vous avez 10 secondes pour convaincre. Sinon, la personne, elle passe à truc. Ce qui est bien, c'est que vous avez des informations, on va droit au but, donc c'est très percutant. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que ça a éduqué toute une génération, finalement, à devoir être intéressée très rapidement par le sujet, sinon elle zappe. Donc, à l'époque où on avait tout le temps pour convaincre, aujourd'hui, vous avez 5, 6, 10 secondes pour avoir l'attention, finalement, de la génération Z, sinon vous les avez perdus.
Et même moi, je pense que j'ai un énorme travail à faire pour être beaucoup plus percutant en quelques secondes, parce que si on veut approcher cette génération Z, la génération qui arrive, il faudra malheureusement s'adapter au nouveau standard, qui est plus convaincre en 3, 10, 15, 20 minutes, comme on essaie de le faire là, mais convaincre en 30 secondes, parce que l'attention n'est plus là en fait. Les films de Walt Disney, c'est bon, je ne l'avais pas du tout préparé ça, mais les films de Walt Disney, alors à l'époque ça coûtait très cher, c'est pour ça que ça durait peu de temps, mais même quand il y avait des économies d'échelle, le format Walt Disney c'est 1 heure, 1h05, 1h10. Pourquoi? Parce que c'était le temps d'attention finalement, la capacité d'attention des enfants. Un film de 2 heures, un gamin de 6 ans, il n'a plus d'attention. Aujourd'hui, on se rend compte que pour parler à des ados finalement, il faut être très percutant en 5, 6, 7 secondes et après élaborer parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc c'était un petit point que je voulais ajouter parce que c'est important et à l'avenir, on sera amené à communiquer de manière beaucoup plus percutante et à s'adapter. Le conseil donc final que je peux partager avec vous, c'est de pratiquer et de pratiquer. Donc c'était le point 1, le point 2 et le point 3 des questions. Si vous souhaitez parler en public et développer cette intelligence sociale qui est de convaincre toutes les personnes que vous croiserez dans votre vie, il faut pratiquer. La poésie, je sais que ça peut paraître un peu ringard, mais la poésie, c'est un excellent exercice d'apprendre par cœur des poésies, de surfer après. Vous pouvez les réciter en public ou devant votre miroir, mais ça peut être un très bon exercice pour jouer avec les mots. Moi, j'imagine quand je dis pratiquer, j'ai dans ma tête l'artisan qui parfait son geste. J'ai la chance de connaître un petit peu le chef Alain Passard. C'est un grand chef 3 étoiles Michelin juste à côté. Je vous recommande l'Arpège, excellent restaurant. Il parle de parfaire son geste. Il lui a fallu des années pour créer ces plats qui sont les plats parmi les meilleurs au monde, selon moi. Mais en tout cas, pratiquer. Il n'y a pas d'autres conseils, il n'y a pas d'autres sujets. C'est comme au judo, on tombe 1 fois, on tombe 2 fois, on tombe 3 fois, et après, avec un peu de jugeote, on devient meilleur. 2 derniers points aussi pour compléter ça. Donc, vous l'avez compris, une de mes activités, c'est ce mot bizarre qu'on entend énormément depuis novembre dernier, qui s'appelle le métaverse. Métaverse, au-delà de l'univers. En gros, ce sont des mondes virtuels. Imaginez un jeu vidéo avec un peu augmenté. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a 300 à 500 millions de jeunes qui jouent quotidiennement, et 3 milliards en tout, qui jouent quotidiennement aux jeux vidéo et qui seront demain amenés à vivre un petit peu une grande partie de leur vie. Alors nous, on vit bien sur Google Meet et sur Teams, mais qui vivent, si ce n'est pas déjà le cas, sur les métaverses. Il faudra intégrer cette dimension que vous devrez convaincre une assemblée virtuelle. C'est-à-dire que là, on est en physique, donc il y a un contact, il y a un échange, il y a des sourires, il y a des regards. Et ce sera encore plus challengeant, je sais que le mot n'existe pas, mais encore plus challengeant, puisque vous devrez convaincre des gens qui seront vraisemblablement des avatars, où il y aura peut-être moins de contacts, etc. Donc l'exercice sera beaucoup plus difficile. Donc imaginez que dans quelques années, tout ça sera dans le métaverse. Et je ne sais pas s'il nous reste 30 secondes, 1 minute. Ok. Et je voulais partager une histoire personnelle, vu qu'on est à l'école de guerre. J'ai mon grand-père dont je parlais tout à l'heure, vous savez, qui disait toujours « D'abord, tu travailles pour ton nom, et ensuite, ton nom travaille pour toi », et qui est vraiment ma philosophie de vie, et qui était quelqu'un d'exceptionnel, qui avait un charisme incroyable, et qui a été appelé en tant qu'engagé volontaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'était pas du tout militaire de formation, mais voilà, il était engagé volontaire, comme il disait. Et donc, il a combattu les Allemands, et il a malheureusement sauté sur une mine et s'est retrouvé handicapé à la suite de ça, et donc il ne pouvait plus aller au front. Et il a été mis un petit peu sur le côté, et à la fin de la guerre, il était voir son supérieur, et il lui a dit, voilà, la guerre est finie en gros, moi je ne suis plus apte à faire quoi que ce soit dans l'armée, puisqu'il a perdu une grande partie de son audition. Il dit, par contre, moi j'aimerais récupérer, un petit peu comme dans le film Lord of War, si vous l'avez vu avec Nicolas Cage, excellent film, il a dit, j'aimerais récupérer toute cette ferraille que les armées ont laissée derrière eux. Et son supérieur a dit, mais hors de question, pourquoi je te donnerais ça? Et justement, une fois de plus, l'art oratoire, sa capacité de conviction, il a récupéré un stock, mais colossal, de ferraille. On est dans les années, fin des années 40, et qui fera sa bonne fortune, et qui le rendra multimillionnaire. Donc finalement, par justement sa capacité à convaincre, une situation qui était perdue d'avance, il a réussi à la retourner à son avantage, et qui lui a énormément profité. Donc comme on était à l'école de guerre, c'était un petit clin d'œil à quelqu'un qui est très cher à mon cœur. Et voilà, donc le conseil de fin, pratiquez. Pensez conspiration positive, pensez que tout va aller dans votre sens et ça permet de bien se conditionner. Et je reprendrai un point que j'ai donné en première partie, mais quand vous parlez à quelqu'un, mettez-vous dans la peau de quelqu'un que vous admirez, qui vous inspire, et quelqu'un que vous regardez, que vous estimez énormément, et vous deviendrez cette personne-là et vous serez aussi convaincante que la personne que vous imaginez.
Un truc que moi j'ai remarqué ces dernières années dans ma carrière, qui fonctionne, une technique quand vous voulez faire passer une idée, etc., c'est de faire en sorte, peut-être que parmi vous, certains le savent déjà, mais il faut faire croire à la personne à qui vous adressez que l'idée vient d'elle ou vient de lui. On dit aux États-Unis, on dit si vous voulez être intéressant, soyez intéressé, dans le sens intéressez-vous à la personne, etc. Donc il faut valoriser votre interlocuteur, il ne faut jamais chercher à l'humilier, et surtout si vous voulez essayer de faire passer un argument, moi j'ai vu ça dans des grandes entreprises, des grands groupes du CAC 40 avec qui je travaille, il faut dire que l'idée vient d'elle. Donc quand vous voulez vendre un projet, plutôt que de dire est-ce que tu veux m'acheter ce projet, je dis mais elle est géniale, ton idée serait super si on pouvait t'accompagner. Et la personne dit c'était mon idée, oui, c'est toi qui l'as sortie en réunion l'autre fois. Et du coup, ben, c'est fantastique parce que la personne s'approprie l'idée, donc elle ne se met pas dans une confrontation par rapport à vous. Elle se dit, il y a un phénomène psychologique qui s'appelle la dissonance cognitive. Elle ne va pas se mettre en opposition par rapport à une idée qu'elle a pu émettre lors d'une réunion. Donc finalement, si l'idée vient d'elle, ben, c'est forcément une bonne idée quelle qu'elle soit. Et donc, et même à titre personnel, j'ai vu ça avec ma femme, c'est fantastique. Si l'idée vient de la personne en face, le choix d'un restaurant par exemple ou d'un film, ben, si ça vient de la personne, elle sera forcément très contente en disant mais tu voulais aller voir ce film ou tu voulais manger dans ce resto. Et voilà. Comment arriver à ses fins. Voilà, donc parlez-moi de moi et essayez de faire en sorte, ne jamais humilier bien sûr son interlocuteur, même si vous avez raison, même si vous avez le coup d'avance. C'est toujours jouissif quand vous avez un coup d'avance dans la discussion, dans la négociation, mais toujours, parce qu'en fait, même si vous avez raison, si vous avez humilié la personne, vous avez perdu, tout simplement. Donc même si vous avez un bon argument et que vous avez un argument qui est impactant, si la personne se sent dévalorisée ou se sent humiliée, vous avez perdu. Donc, il faut toujours être respectueux de son ou ses interlocuteurs et faire en sorte qu'il ne soit pas humilié, quelle que soit son objection. Après, c'est toujours bien d'avoir le coup d'avance et d'avoir préparé ce qu'on disait avant, les différentes objections qui pouvaient arriver. Et dernier point, mais on a un peu d'avance, donc c'est super. L'idée quand on se prépare justement à parler publiquement ou à une négociation, c'est de préparer au maximum, et je pense que les gens dans l'armée, dans la salle doivent le savoir, c'est de préparer les coups que vous allez pouvoir prendre et les anticiper et se préparer à ça. Comme ça, quand ça arrive, vous êtes tellement à l'aise, vous êtes tellement confortable. Et justement, quand on dit préparer, c'est bien sûr préparer à ce qu'on va dire, mais c'est préparer toutes les différentes options possibles qui pourraient arriver, toutes les options qu'on a sur la table. Comme ça, même s'il y a Les Brown, qui est un de mes mentors, qui dit « Il vaut mieux être prêt et ne pas avoir l'opportunité plutôt que d'avoir l'opportunité et ne pas être prêt. » Et donc là, c'est pareil. Il vaut mieux préparer tous les cas de figure, même si on a 1 ou 2 ou 0 qui arrivent, plutôt que la personne vous sorte quelque chose et que vous soyez sans réponse. Donc préparez votre manière de parler, préparez les arguments qui pourraient arriver. Et quand l'objection arrive, très respectueusement, on y répond sans dévaloriser la personne. Et si on peut faire passer l'idée que l'idée générale vient de l'interlocuteur, c'est encore mieux.